Alors du coup, bonjour, bonjour tout le monde. Ok. Donc, bonjour à tous. Je vais juste prévenir au dehors s'il y a des gens qui veulent venir pour dire qu'on démarre la prochaine conférence. S'il y a des gens que ça intéresse, on démarre la prochaine conférence. Ok. Euh, donc voilà, donc là on démarre notre troisième conférence, donc toujours sur les mêmes thématiques, hein, Android bas niveau. Donc je tenais à remercier bon, ceux qui étaient tout à l'heure. On va une deuxième fois les remerciements, mais je voulais remercier donc le Command Forum pour nous accueillir dans les locaux de l'événement et remercier Maxime donc, qui vient de Toulouse et voilà, qui est un expert Android bas niveau sur les dispositions Android et donc qui va nous parler donc, de tout ce qui est partie système développement sur Android. Maxime, c'est à toi. Donc cette fois-ci, bonjour tout le monde. Donc comme Cédric vient de le dire, je m'appelle Maxime Ripard. Donc je vais me présenter un peu. Donc je recommence. Je suis un ingénieur en système embarqué, donc plutôt sous Linux, de formation. Et donc je travaille chez Free Electron. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte qui fait de la formation et du développement dans tout ce qui est Linux embarqué, donc aussi bien driver que applicatif. Et donc depuis cette année, on a une formation sur la partie vraiment système d'Android, finalement, où on ne va pas du tout se focaliser ou très peu sur les applications, mais plutôt sur la partie système. Et donc c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Donc on va faire toute une conf sur pourquoi est-ce qu'on va vouloir modifier Android. Donc quand je dis modifier Android, c'est pas juste prendre le code et le modifier vite fait dans le framework, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout supporté par Google normalement. Si vous modifiez les API du framework, vous ne serez plus éligible au market. Donc c'est quelque chose qui, a priori, c'est pas ce que vous voulez faire quand vous êtes un vendeur de produits. Mais par contre, comment utiliser le build system d'Android pour déjà créer un nouveau produit qui sera a priori le produit que vous allez vendre à vos clients. Et en plus de ça, ajouter des fonctionnalités à Android pour exposer, par exemple, on va prendre l'exemple de la lib USB, donc qui permet de communiquer avec des périphériques en USB. Donc si jamais ce qui est a priori est le cas, vous avez un port USB sur votre téléphone ou sur une tablette ou quoi que ce soit, vous serez capable de l'utiliser. Donc l'exemple de la lib USB n'est pas forcément très bon parce que depuis Honeycomb, je crois, il y a moyen maintenant d'utiliser ça directement depuis Java. Mais c'est quand même un bon exemple sur comment utiliser le build system pour intégrer de nouveaux composants, donc c'est ce qu'on va faire quand même. Donc voilà grosso modo à quoi ressemble la pile Android. Donc toutes les parties rouges sont écrites en C, les parties bleues en Java, et ensuite la partie violette, bon a priori c'est des applications qui viennent de développeurs tiers. Donc nous on va vouloir se brancher a priori surtout sur les parties donc natives, donc ici à côté des démons, des librairies qui sont déjà intégrées par Android, donc en intégrant dans notre cas une nouvelle librairie native. On aurait pu intégrer aussi un nouveau driver à Linux. Bon là du coup c'est des drivers Linux tout à fait normaux. Et donc il va falloir faire le lien ensuite avec justement les applications de développeurs tiers. Donc où là il va falloir effectivement venir modifier le framework Android. Donc c'est les parties en Java. Éventuellement en écrivant les bindings pour pouvoir faire des appels à des fonctions C depuis le Java. Donc on va voir tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être de déclarer un nouveau produit dans notre build system. Donc le build system d'Android, il utilise, donc déjà il est écrit en makefile, donc si vous connaissez un peu les mécanismes de compilation, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué. Pour compiler, il faut tout simplement faire make, et voilà. Donc il va falloir quand même savoir quel produit on va pouvoir builder. Et pour ça, on va utiliser la ligne de commande qui s'appelle launch, qui est un truc spécifique à Android, qui est défini dans un script shell qu'on va sourcer justement au tout début de notre phase de compilation. Et où là, justement, on va dire, bon ben maintenant, moi, je veux builder le produit qui s'appelle un tel. Et c'est la seule configuration que vous allez pouvoir avoir en tant que personne qui va compiler. Si vous voulez modifier une configuration d'un produit, il va falloir aller modifier quelques fichiers de configuration pour ce device. Donc c'est ce que je disais, si vous avez déjà buildé d'autres composants open source, par exemple le noyau Linux ou BuzzyBox ou uclipse ou des choses comme ça, vous avez pu voir que on peut modifier la configuration. On peut dire par exemple, je veux intégrer tel paquet ou tel paquet, je veux compiler ce paquet-là avec des symboles de debug, tout ça dans une interface toute propre, toute belle pour l'utilisateur. Là, on n'a pas du tout ça. Donc ça va être quelque chose qui est un peu difficile.
enfin difficile. Il va falloir aller modifier des fichiers directement. Et donc le build system, en fait, il va utiliser plusieurs notions qui vont venir s'imbriquer les unes dans les autres. Donc il va utiliser d'abord la notion d'architecture. Donc est-ce que votre device c'est un device ARM, un device x86, vraiment son architecture, le matériel. Ensuite, par-dessus, on va avoir une nouvelle couche qui va s'appeler la board. Donc où là, ça va vraiment être quel hardware va faire tourner Android. Donc quel processeur j'ai, quelle sous-architecture j'utilise, quel jeu d'instructions j'ai à ma disposition, toutes ces choses-là. Donc vraiment des choses très très bas niveau. Donc a priori, cette board, elle va pouvoir être réutilisée dans plusieurs devices. Donc les devices, eux, vont être quelle taille d'écran j'ai, quel bouton j'ai à ma disposition sur mon device. Donc par exemple, ça va être, on a intégré une seule board qui utilise le même système on chip, donc le même CPU, le même GPU, toutes ces choses-là. Mais par contre, on en a pris une pour la mettre dans un téléphone et une autre qui est exactement la même pour la mettre dans une tablette. C'est justement au niveau du device qu'on va faire cette différence-là. Et la troisième couche, ça va être le produit, justement, qui est le composant qu'on va builder dans notre build system. Et où là, ça va être un device plus toutes les améliorations qui sont vraiment, toutes les customisations qu'on va pouvoir faire au niveau logiciel. Donc, quel paquet on va pouvoir intégrer, quel local on va pouvoir intégrer, parce qu'on va envoyer le produit en France, en Allemagne, en Angleterre, donc c'est pas les mêmes langages qui sont utilisés, on va pas intégrer les mêmes jeux de traduction. Éventuellement en intégrant des applications qui sont spécifiques à l'opérateur pour lequel on est en train de builder, etc. Donc tout ça, ça va se faire au niveau du produit. Donc on voit qu'entre chacune des couches, en fait, on peut avoir plusieurs produits pour un même device, plusieurs devices pour une même board et plusieurs boards pour une même architecture. Donc on va être capable de faire de la customisation à peu près tous les niveaux, en fait. Et donc comment ça se passe? Je l'ai dit, il faut avoir une configuration par device. Donc le premier truc qu'on va avoir à faire, c'est créer un nouveau dossier. Dans le code source d'Android, donc là je pars du principe que c'est le code AOSP, celui qu'on peut récupérer sur le net. Hein. Peut-être que si vous travaillez chez un autre fabricant, vous avez modifié le build system pour utiliser un autre système. Donc tous les devices sont déclarés en fait dans le dossier device, le nom de la boîte qui va créer qui va être le constructeur du produit, et ensuite le nom du device. Donc là, ensuite, dans ce dossier-là, on va retrouver tous les produits qui découlent de ce device-là. Et justement, le point d'entrée dans ce dossier-là va être le fichier androidproducts.mk, donc qui est .mk pour justement make. Donc c'est quelque chose où on va retrouver la syntaxe make habituelle. Par contre, on ne va pas avoir à s'occuper avec toutes les règles de base make, par exemple les all de points, toutes ces choses-là qu'on a à faire quand on écrit un makefile d'habitude. Tout ça est fait par le build system en lui-même d'Android. On va pouvoir juste déclarer quel produit on déclare justement à partir de ce device-là, en filant une liste de tous les makefiles qui implémentent nos produits dans cette liste-là. Donc on va voir juste après. Et donc ensuite, le build system va inclure tous les makefiles qui sont définis dans cette variable-là, et on va pouvoir continuer à utiliser les produits. Et donc ensuite, là, c'est à peu près tout ce dont on a besoin de faire, en fait, pour pouvoir déjà compiler. Le seul truc, c'est qu'a priori, pour la configuration, je l'ai dit, on utilise Launch, donc qui est un petit outil en ligne de commande qui va nous permettre de sélectionner le produit. Et Launch va afficher que ce qui a été déclaré dans un script qui s'appelle vendorsetup.sh, qui est pareil, lancé au moment où on exécute le script envsetup.sh, si vous avez déjà fait une compilation d'Android. Et il va sourcer tous les fichiers qui s'appellent vendorsetup.sh qui sont dans ce sous-dossier-là, et qui font un appel à la macro shell addLaunchCombo pour justement déclarer qu'il y a un nouveau produit. Donc le contenu de ces différents fichiers, ça va être, dans le cas le plus minimal, hein, on va rester succinct, pour androidsproduct.mk, on va définir qu'on a un seul produit pour ce device-là, donc qui va être présent dans le même dossier et qui va s'appeler fullproduct.mk, mettons. Ça pourrait être autre chose. Donc ensuite, je l'ai dit, il va inclure ce fichier-là, donc il va nous falloir le déclarer. Donc dans ce fichier-là, on va trouver, là encore, ça c'est vraiment une configuration minimale. On part du principe qu'on build exactement la même chose que l'émulateur, en fait. Donc on va pouvoir faire des héritages entre les différents produits, etc., si jamais on a vraiment des produits qui sont similaires. Donc là, on va dire, je prends comme base le produit qui s'appelle générique, donc qui est l'émulateur, en fait, pour rebuilder une nouvelle image pour l'émulateur. Et donc là, on va définir à la fois le nom du produit
qu'on va vouloir utiliser dans le build system, donc celui qui va être qui va être positionné par Lunch justement, le nom du device auquel il se rattache, et ensuite le product model, donc qui est tout bêtement une petite explication de ce que fait notre produit et qui sera monté par exemple dans le about des settings, dans la liste justement à propos du téléphone, quoi. Et donc le dernier truc à faire, je l'ai dit, et c'est pas obligatoire, c'est éventuellement mettre en place un script qui s'appelle vendor setup pour déclarer au build system que ça on peut le charger par Lunch. Donc je peux vous montrer si vous voulez dans le. Donc si on regarde, alors, hop. Je vais vous montrer dans le code Android directement. Est-ce qu'on me voit? Non, on me voit pas. Bon, tant pis. Non, c'est là. On me voit pas non plus. Bon, bah tant pis, vous le verrez pas. Mais grosso modo, c'est ça. Donc si vous avez des laptops, vous pouvez aller voir dans le code Android. Tous les fabricants font à peu près comme ça. Éventuellement en mettant des indirections pour justement, si jamais, par exemple Samsung a fait à la fois le Nexus S, qui est celui-là, et le Nexus S avec le support de LTE. Donc ils ont appelé Crespo 4G. Donc c'est le nom de code du produit, Crespo. Et donc ils partagent quand même beaucoup de code, il y a juste le support de LTE qui diffère. Donc il va y avoir un autre produit intermédiaire qui va être souvent appelé soit Common, soit Crespo Common, ou des choses comme ça qui vont permettre de merger encore du code et de faire en sorte qu'il soit factorisé, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la partie en tout cas définition du produit. Donc là on va être capable de générer de nouveau une image pour l'émulateur, donc il va marcher. Mais nous ça ne va pas nous suffire, il va falloir qu'on modifie un peu cette image-là justement pour ajouter les nouveaux composants dont on parlait. Donc pour ajouter un nouveau composant au build system, là on va le faire dans un nouveau dossier, a priori dans external si le dossier vient, si le code source vient d'un projet externe. Et le mécanisme de compilation des différents paquets d'Android ne va pas du tout se reposer sur les différents systèmes qui existent déjà pour compiler les paquets. Donc par exemple, on parlait de la lib-USB qui utilise les auto-tools. On va pouvoir trouver, je ne sais pas, du CMake, du sconce ou du makefile directement. C'est quelque chose qu'on va... En fait, le build system d'Android s'en fiche complètement. Il va falloir lui redéfinir dans le fichier android.mk, justement, dans ce dossier-là, comment builder le paquet. Donc, tout bêtement, quels sont les fichiers sources à inclure, qu'est-ce qu'on va builder déjà? Est-ce qu'on build un exécutable? Est-ce qu'on build une librairie? Est-ce qu'on build une librairie Java, donc il va falloir qu'il génère un jar? Est-ce qu'on build une application Android, donc il va falloir qu'il génère un APK, etc. Donc ensuite, quels sont les paquets sources, les fichiers sources, pardon, quels sont les includes dont on va avoir besoin éventuellement, quelles sont les dépendances dans notre build system. Donc par exemple, si on a un binaire qui va dépendre d'une librairie partagée, il va falloir lui exprimer cette dépendance dans le build system pour que ça compile et que le linker puisse faire son boulot. Et c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Donc si on veut déjà ajouter une nouvelle donc, librairie, on l'a dit, pour notre device, a priori on va le mettre dans le dossier lib de notre produit parce que c'est spécifique à notre produit finalement, parce que c'est une feature qui est vraiment là que dans le cas de ce produit. Et donc là-dedans, on va trouver le code source et le android.mk, donc on le disait. Donc ça, c'est la partie, on va déclarer un nouveau composant. Donc le composant est dans le build system. Si c'est bien fait, le build system est capable de le compiler. Mais ensuite, il va falloir dire que pour le produit qu'on a défini juste avant, qui s'appelait full product, il va falloir en plus que le système l'intègre à l'image finale. Et ça, on va le faire justement par la variable qui s'appelle product packages, qui est définie justement dans le point .mk qu'on a vu tout au début, dans ce point .mk là. Donc on va définir justement le product packages, qui est la liste de tous les paquets qui vont être intégrés dans notre image. Donc on ne va pas vouloir juste la redéfinir, on va vouloir l'étendre pour ne pas écraser toute la liste des paquets qui sont déjà là. Et donc voilà, et donc de cette façon, on va pouvoir dire au build system, ok, tu me le build et en plus tu me l'intègres à mon image. Et donc on a pris l'exemple de la lib USB. Donc on va créer, première chose à faire, on va créer le dossier pour la lib USB. Il va falloir qu'on ajoute l'android.mk. Et je l'ai dit, la lib USB utilise autoconf. Donc je pense que vous l'avez déjà tous au moins rencontré par la commande ./configure pour pouvoir lancer une nouvelle compilation. Et en fait, ce fichier-là,
ce système-là, tant qu'on n'a pas lancé le script configure, on ne va pas avoir le header config.h qui justement est après utilisé dans le code source. Donc déjà, la compilation va râler parce qu'il lui manque un header. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de lancer la commande configure pour générer une commande par défaut. Si on vient à compiler les choses, on va s'apercevoir que déjà il manque deux choses. La première, c'est la macro timespec to timeval, qui d'habitude est définie par la libc. Donc la libc, c'est la librairie qui implémente toutes les fonctions standards du C, etc. Et Bionic ne l'implémente pas, donc ça a posé un problème. Donc la plus simple façon de résoudre le problème, c'est encore de définir la macro à la main, nous, dans un header qu'on va inclure en plus, ou de la rajouter dans le code source, ou enfin faire en sorte que du coup cette macro soit présente maintenant, parce que la libc la fournit pas. Et la deuxième chose, c'est que le header timerfd.h manque. Donc timerfd, c'est une fonctionnalité qui est relativement récente dans le noyau. Si vous avez déjà utilisé le timer, habituellement, le timer, quand il est mis en place, il va expirer et vous envoyer un signal. Ça peut poser des problèmes si on utilise des threads ou si on désarme le timer alors que le signal est déjà parti, etc. Donc ils ont intégré justement ce mécanisme de timerfd pour pouvoir avoir la même chose mais depuis un file descriptor. Donc la seule chose qu'on a besoin d'attendre quand on veut attendre pour un timer, c'est lire dans le file descriptor qu'on a récupéré comme si on lisait dans un fichier. Et ça va bloquer jusqu'à la fin. Et ça a été intégré dans le noyau 2.6 quelque chose, 2.6.22 je crois, de mémoire. Et en fait, les headers du noyau se retrouvent aussi dans la toolchain qui est fournie par Google. Et la toolchain qui est fournie par Google doit utiliser des headers du noyau qui sont plus vieux. Donc ils ne posent pas de problème habituellement parce que l'interface avec le noyau ne change pas particulièrement et n'est pas censée changer. Donc ça ne va pas poser de problème fonctionnel. Par contre, du coup, il nous manque cette feature. Et donc, en fait, notre vrai problème, c'est qu'on a utilisé ./configure sur notre PC. Donc le script de configure a testé pour la présence de ce header, mais sur la machine sur laquelle il était exécuté, ce qui était a priori ce qu'on voulait faire à la base. Donc du coup, nous, sur notre PC, il y est bien, alors que sur la cible pour laquelle on essaye de compiler, parce qu'on fait de la cross-compilation, ça ne marche pas. Donc du coup, le script configure a quand même une option pour ça, pour désactiver le support de ça. Donc il va nous falloir créer un nouveau fichier config.h qui va dire j'ai pas le support pour les timers FD dans mon système, même si c'est pas complètement vrai. Désactive-moi le support pour ça et utilise le mécanisme de signaux qui étaient utilisés avant. Et donc à partir de là, ça compile. Donc ça compile en utilisant justement le android.mk dont on parlait, qui était ici. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fichier-là? Pas grand-chose de particulier en fait, à part les macros qui sont vraiment importantes, les variables qui sont vraiment importantes, pardon. Donc le premier, c'est le local src files, donc il va justement lister le contenu, enfin lister tous les fichiers sources à inclure dans notre librairie. Donc ici, on va trouver que c'est des fichiers C. Ça aurait pu être des fichiers Java, des fichiers C++, ils s'en seraient débrouillés. Le deuxième point, qui est pas forcément là, donc qui est optionnel, c'est local c includes, où là, on va lui finir en plus des headers à aller chercher dans notre paquet, si éventuellement ils dépendent d'autres headers que ceux qui sont internes au noyau, au module. Et donc, finalement, on va avoir deux options qui sont vraiment importantes. La première, c'est local module, donc qui va être le nom du module, donc le nom du composant dans le build system, donc celui qu'on va utiliser partout ailleurs. Et ensuite, local module tags. Donc ici, on va mettre optional, il y a plusieurs autres tags, mais grosso modo, ça va décrire quand le paquet doit être intégré. J'ai dit que les paquets étaient intégrés uniquement quand le produit définissait explicitement qu'il voulait ce paquet-là. C'est pas forcément vrai. On va avoir les cas où on va pouvoir, justement en utilisant les variantes, donc le ENG que vous voyez à chaque fois que vous utilisez le build system à la fin, par exemple, va dire je veux tous les paquets qui ont le tag ENG, donc pour engineering, user et debug. Donc on va pouvoir jouer sur ces quatre. Donc optional maintenant est plutôt recommandé en fait. User remplissait à peu près le même rôle, donc c'est des paquets qui vont être présents dans le système à chaque fois, pour chaque build. Mais c'est quelque chose, en fait, on va justement... user est déprécié, donc Google essaye de nous forcer maintenant à utiliser optional, en tout cas dans le cas où on veut tout le temps ces paquets-là. Et le dernier truc vraiment important, c'est de dire, bon bah voilà, ce que je viens de décrire là, c'est une librairie partagée. Donc le build system va être capable de dire, ok, donc il faut que je génère un .so, que je l'intègre dans mon répertoire de librairie sur mon système, etc. Et donc c'est le seul truc qu'on a à faire, nous.
La prochaine étape, c'est que du coup, on va avoir un problème de permission sur la lib USB. Enfin, en tout cas, la lib USB va reporter un échec au moment où on va l'initialiser parce que la lib USB utilise des fichiers device qui sont présents dans devbus USB. Donc devbus USB n'a pas les bonnes permissions pour être accessible par tout le monde dans Android. Donc il va falloir qu'on modifie ces permissions-là pour qu'on puisse activer depuis n'importe quel utilisateur au fichier USB. Donc la création des fichiers device, là d'habitude elle est gérée sur votre système par un composant par exemple comme udev. Le noyau Linux peut le faire aussi pour vous, mais a priori ce sera plutôt udev. Et donc la partie d'init, donc le premier processus qui se charge d'initialiser tout sur le système, lui va se charger également de créer les fichiers device sur votre système. Donc il va avoir un mécanisme de configuration par des fichiers de configuration en fait. Donc les fichiers de configuration vont s'appeler uivnd.rc et vont en fait contenir tout simplement la liste de toutes les permissions à appliquer sur les fichiers device. Donc si on regarde le slide suivant, ça va ressembler à ça. Donc on va avoir le pass vers les fichiers qu'on veut, dont la règle que la règle va concerner. La permission en utilisant le mécanisme de permission comme dans chmod par exemple, avec les permissions sur 3 bits. L'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Ça marche que pour les fichiers device. Si vous avez voulu modifier la permission de n'importe quel autre fichier sur le système, il aurait fallu modifier ce fichier, ce header-là, donc qui est dans système, je crois, dans le dossier système, où on va avoir en fait un tableau avec tous les fichiers et toutes les permissions à mettre en place sur ces fichiers-là, donc qui sera fait à la compilation, parce qu'a priori la partition système n'a pas amené à bouger pendant la vie du device, donc c'est fait au moment de la compilation. Donc une fois qu'on a ça, on a la lib USB sur notre produit. On est capable de mettre en place, on est capable de l'utiliser du coup parce qu'on a les bonnes permissions, mais maintenant il va falloir faire quelque chose avec celle-ci. Donc la première chose qu'on va faire, c'est intégrer un petit binaire qui va l'utiliser, mettons. Donc on va appeler, là encore, on va l'appeler USB bin. On va dire que c'est un exécutable cette fois-ci, donc il va le mettre dans system bin, il va générer un binaire elf, etc. On va avoir encore local src files. Le local includes, du coup, on va aller lui dire d'aller chercher le header de la lib USB également, parce qu'on va se servir de l'interface de la lib USB, donc il va nous falloir. Et ensuite, on va dire, là, justement, par cette variable-là, local shared libraries, qu'on va dépendre, et donc qu'on va devoir se linker contre la librairie partagée lib USB qu'on a déclarée juste avant. Et voilà. Donc là encore, il va nous falloir mettre en place, dans Product Packages, dire qu'on veut le module USB bin, et c'est tout. Si votre code source est bien écrit et que du coup il compile, a priori il n'y a pas d'autre problème. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc maintenant, si on se souvient de la stack, on a mis en place une librairie qui est là. Il va nous falloir faire le lien entre le code natif et le code Java, et ensuite pouvoir l'exposer à l'utilisateur. Donc le lien en fait entre le code natif et le code Java, il est utilisé par une couche qui s'appelle JNI, qui est la couche standard pour écrire des bindings en Java. Donc c'est Java Native Interface de mémoire. Et donc on va pouvoir, avec ce framework-là, être capable d'abord d'appeler des fonctions qui sont en C ou en C++, mais aussi de faire l'inverse, d'appeler depuis du C ou du C++, des méthodes Java, manipuler des objets, etc. Donc ça va nous servir principalement dans Android pour, déjà si on a une librairie qui existe déjà, comme dans notre cas, et on ne veut pas se retaper tout le support en Java parce que ça nous ferait réécrire pas mal de code quand même. Donc on va déjà utiliser ce mécanisme-là pour ça. On va pouvoir accéder à des fonctions qui sont quand même relativement bas niveau, comme des appels système par exemple, style IOCTL, ou des appels système comme ça, qui ne sont pas disponibles dans Java habituellement. Donc justement, le seul moyen de le faire, c'est via JNI, de mettre en place des bindings et d'utiliser du code C directement. Ou alors, tout bêtement, pour des sections pour des raisons de performance qui sont quand même souvent, enfin, dans la plupart des cas, bien meilleures en C. Donc pour permettre justement de mettre nos sections qui sont vraiment au niveau des performances critiques dans le code C, et le reste, toute la logique justement des applications restera dans le Java, où là c'est c'est plus rapide à coder. Et donc en fait ça va être utilisé ce mécanisme-là partout dans l'espace utilisateur Android. Vraiment tout le framework repose sur une couche native, donc a priori on va avoir des appels JNI entre les deux, quoi.
Et donc pour écrire ces bindings, ça va être tout bêtement, on va créer une nouvelle partie dans un nouveau sous-répertoire dans notre device qui va contenir justement le code du framework, qu'on va appeler USB Framework, et ensuite on va créer un dossier JNI dedans pour mettre les bindings dedans. Le code C va être un peu bizarre, dans le sens où on va avoir des prototypes qui ne sont pas communs. Par exemple, tous les appels de fonction vont commencer par JNI export, on va avoir JNI call ensuite, après le code de retour, et le code de la fonction est du C lui-même, mais par contre la fonction doit s'appeler déjà Java, ensuite le nom de la classe avec le package qui doit utiliser cette méthode-là, et le nom de la fonction telle qu'elle sera utilisée dans Java. Et ensuite les deux paramètres de notre fonction, au moins. Donc ça, si c'est une fonction void, telle qu'utilisée comme void dans Java. Ça va être, le premier va être donc un pointeur qui s'appelle JNIEnv, qui est en fait un pointeur vers l'état actuel de la machine virtuelle, en fait. Donc on va être capable, via ce pointeur-là, de manipuler les objets, justement, directement. Enfin, c'est presque un pointeur vers Dalvik, en fait. Et le deuxième, c'est un pointeur vers un JObject aussi. Et donc ça, en fait, c'est l'équivalent du this ou du self, d'habitude, quand on fait du code objet. Donc ça va être un pointeur vers l'objet qui vient de nous appeler. Et donc voilà. Donc tout bêtement, on a juste ça à faire. Après, le code est dépendant de ce que vous voulez faire, mais pour les bindings, c'est tout ce dont on a besoin. Et donc là encore, on a du code qui marche. On va devoir faire un fichier pour pouvoir compiler justement ce code-là. Donc là, là encore, on va retrouver local src files, les include, dire qu'on dépend de la lib USB en utilisant le flag local shared library. Là encore, on va dire que c'est un module, enfin on va le définir comme un module qui a le nom libusb.jni, un tag optionnel, et on va dire qu'en fait que c'est une librairie partagée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va faire charger à Java, au moment de l'exécution de la classe en question, la librairie partagée qui implémente ces symboles-là. Quand on va utiliser une fonction qui va être justement définie en JNI, il va savoir qu'il doit faire un lookup pour cette fonction-là dans les librairies partagées qu'il a chargées, et donc, a priori, il va trouver le code dans notre truc. Et donc, comment on fait tout ça? C'est assez simple. Là encore, on va juste avoir une classe Java normale, et le seul truc qu'on va avoir d'un peu différent de d'habitude, c'est que déjà, on va déclarer notre fonction init qu'on vient juste de déclarer comme native. Donc là, justement, c'est comme ça qu'on lui dit, ma fonction, elle n'est pas implémentée en Java, il faut que tu ailles la chercher dans du code natif. Et donc ça suffit pas, il faut justement ensuite qu'on lui dise de charger la librairie qui s'appelle USB.jni. Donc si vous avez suivi, vous avez vu que le nom du module qu'on a défini juste avant, c'est libusb.jni. Donc ça va générer un fichier qui s'appelle libusb.jni.so sur notre système, qui sera présent dans système lib. Et en fait, ici, on va utiliser ce qui est appelé le SONAME. Donc c'est tout bêtement, là encore, le même nom que celui qui est utilisé quand vous utilisez GCC avec l'option -l. Vous savez, il y a juste un petit nom, vous ne mettez pas le nom de la bibliothèque complètement, mais juste une partie. C'est le même nom qui est utilisé ici, donc de façon assez triviale, c'est le nom du .so que vous voulez charger, moins le .so à la fin et moins le lib du début, quoi. Et donc là, voilà, donc on a notre partie qui va venir s'intégrer dans le framework, qui est ici. Donc maintenant, on va avoir des classes Java qui vont être appelables par notre code Java de façon tout à fait normale. Donc il va falloir là encore qu'on le compile, parce que pour l'instant, on ne l'a pas dans notre système. Donc là, on va pouvoir dire je veux mes fichiers Java comme fichier source. J'utilise, là encore, je suis optionnel encore, et mon nom de module, c'est com.freeelectron.usb dans notre cas, par exemple. Et par contre, cette fois-ci, on ne va plus dire que c'est un shared object, on va dire que c'est une librairie Java, donc a priori un .jar qui sera généré sur notre système. Et donc ça pourrait marcher normalement. Plutôt bien d'ailleurs sur un système normal. Sauf que Android, en fait, va pas charger n'importe quel .jar qui est présent sur votre système comme ça au boot, quoi. Il va falloir le whitelister justement en lui mettant en place un mécanisme de permission. Donc on va lui dire, donc dans un fichier qui est dans système etc permission sur votre système. Donc moi, il y a une nouvelle librairie qui s'appelle com.fe.usb qui est présente dans système framework com.fe.usb.jar. Ça, c'est un truc que tu as le droit d'exécuter, que tu as le droit de charger, parce que moi, je sais le code que c'est, je lui fais confiance. Et donc, du coup, Dalvik va être capable de charger ce jar-là au moment de l'exécution. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que
ces trucs-là aussi, c'est pas utilisé que par Dalvik, c'est utilisé aussi par le market. Justement, au moment où vous allez vous connecter avec le market sur enfin, où vous allez browser les applications vont être capables aussi de déclarer qu'elles ont besoin de cette librairie-là. Et que par exemple, si votre application a besoin d'une librairie annexe qui est présente que sur un certain type de device, vous allez pouvoir et que cette librairie, par exemple, n'est pas présente sur le périphérique qui est en train de browser la liste des applications sur le market, l'application va juste pas être montrée. Donc ça va vous permettre justement de faire une application qui est spécifique à votre device, en tout cas en tant que développeur tiers, ou qui utilise de façon optionnelle une librairie bien précise qui est présente par exemple sur tous les devices HTC. Et donc voilà. Et donc comment on va faire ça? Là encore, ça va être assez simple en fait. Ça va juste être dans le manifeste de l'application. Je ne sais pas si vous avez déjà tous écrit des applications Android, mais donc en plus du code source, vous allez avoir entre autres des ressources donc, qui sont tout bêtement les chaînes localisées, vos layouts d'interface, etc. Mais en plus de ça, vous allez avoir à écrire un fichier qui s'appelle android manifest.xml, qui est en fait une espèce de une description de toutes les classes et de tous les points d'entrée de votre application finalement. Et plus que ça, quelles permissions vous utilisez sur le système, etc. Et entre autres, vous allez pouvoir dire que avec le tag XML uses library, que vous utilisez le point jar sur le système. Et donc finalement, votre Android manifest va ressembler à ça. Et donc là, on va dire justement, bon, bah, j'utilise la librairie Android name. Donc là, c'est encore le même name que celui qu'on a défini dans le fichier qui était dans le système etc permission. Et donc le deuxième argument optionnel qui va être required, c'est est-ce que votre application est capable de vivre et d'être exécutée sans cette librairie ou pas. Donc par exemple, ça pourrait être une librairie pour faire des accès plus rapides à je sais pas trop quoi, des accès matériels par exemple à du décodage audio, un truc comme ça. Donc vous êtes capable de faire du décodage software quand même, parce que a priori c'est pas bien compliqué, mais vous allez pouvoir préférer quand même utiliser le décodage hardware. C'est comme ça que vous allez le faire en mettant que vous êtes capable quand même de vous débrouiller même si la librairie n'est pas là, quoi. Et donc, qu'est-ce que va faire le device quand il va récupérer une application qui justement utilise ça? Tout bêtement, quand l'application va être exécutée, il va essayer de charger le point jar qui correspond. On a dit avec le fichier de permission que ce point jar-là était chargeable par Dalvik, qu'on voulait bien l'exécuter. Et après, c'est des appels Java normaux. Et donc voilà. Donc je crois que j'ai été un peu rapide. Ouais. J'en suis déjà aux questions. Du coup, si vous avez des questions, vous avez plein de temps du coup. Non, pas de questions? Ouais. Justement, a priori, si tu mets le champ required à false, c'est que ton application est capable de se débrouiller sans. Donc après, ça va le Play Store a aucune raison de filtrer les applications justement alors qu'elles sont capables d'être exécutées. Ça va juste être au moment du runtime où là, effectivement, Dalvik va être capable de gérer ou pas, être capable de charger ou pas le point jar, et ton application après, en fonction de ton code, va être capable de le gérer ou pas. S'il est à true, ouais, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, tu la vois même pas du tout en fait. Et une des utilisations qui est faite de ça, c'est entre autres pour Google Maps. Dans Google Maps, tu as un bout justement qui est un jar externe comme ça, et les devices qui ne l'ont pas verront jamais Google Maps sur le Play Store. Ouais. Publier sur le market, moi non, je ne l'ai pas fait. Mais nous, on s'en sert régulièrement de ça, parce que donc j'ai dit, on fait des formations, et le TP qu'on fait tout au long de la formation, en fait, c'est justement intégrer la lib USB et pas mal de choses dans la foulée, pour pouvoir après, depuis une application, contrôler un lance-missile USB. Donc ça marche bien. Après, effectivement, sur le Play Store, c'est le comportement que Google dit faire, en tout cas, est-ce que ça marche pour de vrai a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi.
Ouais, mais c'est ça, ouais. Ah bah, il faut que ce soit déclaré justement dans permission, quoi. Si le fabricant du firmware n'a pas mis en place ça, justement, le Play Store va pas être capable de détecter qu'il a bien cette librairie-là et de vous montrer les... Même si le jar est point là, quoi. Ouais. À chaque fois, je sais pas. Sur le principe, ouais. Ouais. Et donc justement, quand il va être exécuté, il va regarder ces fichiers XML là, et il va regarder de l'autre côté si les applications en ont besoin ou pas, ou voilà. Et de filtrer là-dessus en fait. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est jamais qu'un filtre dans le Play Store, comme il y en a déjà sur les architectures, sur les versions de l'API, sur des choses comme ça, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Ouais. Qu'est-ce que le mode de déclaration pour le store? Est-ce que ça veut dire que par exemple on peut diffuser un fichier jar à un certain nombre de personnes, même si le fichier jar est vide, de telle sorte de pouvoir charger une application seulement une sorte de flotte de personnes? Bah ça, j'ai envie de dire que tu es en train de refaire un APK, quoi, non? Je sais pas, c'est une question. Je pense pas en fait que ça marche comme ça, parce que ça, c'est vraiment au niveau du système. Donc c'est au moment de la compilation, ça va être intégré. Je sais pas si tu peux rajouter des bouts du framework à chaud comme ça dans ton device, quoi. Et a priori, je pense pas, mais c'est possible. En tant que, du point de vue de développeur Android haut niveau, Mm, si je veux faire une application qui utilise par exemple une fonction de la ligne USB, mm. pour compiler moi mon APK à la base, il faut que j'inclue aussi le build entier, Bah, ou juste le point jar qui te manque. le point jar qui manque. Ouais. D'accord, c'est juste le wrapper. Après, il y a une autre partie justement dont j'ai pas du tout parlé, mais avec ces modifications-là, tu vas être capable de générer aussi un SDK pour éventuellement le défournir à tes développeurs, quoi. Et qu'eux, après, puissent l'utiliser dans Eclipse, tout ça, et que ce soit complètement transparent pour eux. Tout à l'heure, pour le faire marcher, il a fallu changer les droits d'accès à la device Ouais. USB, mais il n'y a pas d'autre moyen. Ça fait un peu radical. Il n'y a pas moyen de dire que quand on utilise cette librairie, on doit avoir des droits USB, on donne un groupe USB, des choses de moins. Bah, du coup, la déclaration des groupes, elle est faite après au niveau de tes applications. Donc c'est justement les permissions que tu vas définir dans ton manifeste qui va définir à quel groupe l'application appartient. Comme chaque application a son utilisateur et une liste de groupes par utilisateur, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun de tes utilisateurs d'application pense bien aussi à décrire dans son manifeste qu'il utilise la permission USB, alors qu'a priori, il n'y a aucune raison pour le faire parce que le système va pas te dire que non, enfin, va pas rejeter ton APK si tu le fais pas, quoi. Je sais pas si tu me comprends. C'est du coup, c'est se reposer sur le principe que les développeurs tiers vont toujours être bien, vont toujours bien faire les choses, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit une, quelque chose que tu peux affirmer comme ça, quoi. On a justement, enfin, entre autres avec les wake clock et le tool power management, on voit bien que c'est pas le cas. Donc après, c'est ce que j'ai dit. En fait, il y a déjà toute la lib USB qui a été intégrée depuis Honeycomb. Donc maintenant, tu as une interface qui est super similaire à ça. Donc tu n'as pas besoin de refaire tous les bindings JNI. Tu n'as pas besoin de te faire suer à intégrer la lib USB. Tu as juste besoin de déclarer que tu utilises l'USB, utiliser les fonctions donc, qui sont dans Android USB. Et puis après, je sais plus, ça doit être USB interface, je crois, la classe qui va bien.
et le faire directement, et là c'est bien intégré tout ça. Mais du coup, si nous on veut utiliser la lib USB, par exemple parce que on est encore coincé avec un avant Gingerbread ou que juste il nous manque une feature, je sais pas, dans cette partie-là, là ouais, il va falloir modifier les permissions, quoi. Mais effectivement, c'est pas forcément le comportement qui est le plus propre. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup.